Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier surtout Daniel Larieux pour la magnifique analyse statistique qu'il a fait et qui a permis quelques résultats euh, assez clairs et que j'ai essayé de partager avec vous maintenant. Alors, pourquoi s'embêter à faire une analyse multivariée si on a déjà des résultats avec l'analyse univariée? C'est une question qui peut être posée. Alors, je vais vous donner juste un exemple avant de commencer. Supposons qu'on cherche à voir si la fixation iliaque entraîne des complications, une augmentation des complications mécaniques. Et on va faire une analyse univariée. On va trouver que dans le groupe où il y a des fixations iliaques, il y a plus de complications mécaniques. Et puis en même temps, on va voir ces deux groupes. On va voir aussi que dans le groupe de fixation iliaque, les montages sont plus longs. Donc il va y avoir deux facteurs, donc montage plus long et vis iliaque. Comment on peut savoir si ce sont les vis iliaques ou c'est la longueur du montage qui est responsable de la complication mécanique? C'est pour ça qu'il y a des facteurs de confusion. Parfois, plusieurs facteurs peuvent être responsables d'un événement, et ce n'est qu'en faisant une analyse multivariée qu'on peut les séparer. Alors, comment on fait l'analyse multivariée? On fait à l'envers, c'est-à-dire on ne va plus regarder vis iliaque ou pas, on va regarder plutôt la complication mécanique, et on va mettre tous les facteurs qui peuvent entraîner une complication mécanique. Et là, on va regarder le poids de chacun, on va voir qui est significatif, et puis pour chacun qui est significatif, on va voir combien il augmente le risque en regardant l'odds ratio. Donc c'est vraiment une technique indispensable si on souhaite vraiment voir s'il y a une relation indépendante des autres facteurs. Donc c'est pour cela on a fait l'analyse multivariée. Donc je vais commencer un peu par les résultats des analyses univariées pour passer après aux résultats des analyses multivariées. Tout d'abord, concernant l'incidence pelvienne, en préopératoire, les deux groupes étaient identiques entre fixation S1 et fixation iliaque. Et puis, en post-opératoire, on voit qu'il y a une modification de l'incidence pelvienne dans le groupe où il n'y a pas eu de fixation iliaque. Donc cette augmentation est significative, elle n'est pas significative dans le groupe où il y a une fixation iliaque. On voit également que le groupe de fixation iliaque était plus sévère en préopératoire, avec une lordose lombaire plus faible et un SVA plus important, et on voit qu'il est corrigé plus en post-opératoire avec un SVA moins important pour le groupe avec fixation iliaque. On voit également que concernant la perte du SVA en post-opératoire, le groupe avec une fixation iliaque a moins de perte de SVA, donc SVA augmente moins dans le groupe où il y a une fixation iliaque que dans le groupe où on s'est arrêté sur S1. Si on regarde les données cliniques, en préopératoire, il n'y a pas eu de différence entre les deux groupes. En post-opératoire, il y a eu une amélioration plus importante dans le groupe iliaque, en particulier en ce qui concerne le questionnaire SRS. Concernant les données opératoires, le groupe avec fixation iliaque avait plus de saignement et plus de vertèbres fusionnées par rapport au groupe fixation S1. Pareil, on peut se poser la question, est-ce que le saignement est dû au vissage iliaque lui-même ou à la longueur du montage? Donc ça, c'est l'analyse multivariée qui va le dire. Et puis, il n'y a pas eu de différence significative dans le temps opératoire ou la durée d'hospitalisation entre les deux groupes. Si on regarde les complications, avec le groupe fixation distale sur S1, il y a plus de lâchage distal de l'instrumentation. Avec le groupe de fixation iliaque, il y a plus de PGK. Donc on reste toujours dans l'analyse univariée. Sur les montages de plus de 10 vertèbres, il y a plus de PGK. Et concernant l'ETP, il y a plus de complications neurologiques et plus d'autres complications. Donc il y a plus de complications dans la globalité, dans le groupe OTP. Concernant l'utilisation des cages L5S1, on n'a pas trouvé de signification ni dans un sens ni dans l'autre. Donc cette étude n'a pas permis de prouver l'utilité. On en discutera après parce qu'il y a une explication quand même pour cela. Si on fait l'analyse multivariée, on va avoir une décantation, on va avoir beaucoup moins de facteurs qui vont être influencés. Et en particulier, on va regarder le changement en fait, l'augmentation de la version pelvienne, de l'incidence pelvienne de plus de 5 degrés entre le préopératoire et le dernier recul.
Si on regarde les patients qui ont eu plus de 5 degrés, on prend ça comme variable, on va voir qu'il y a 3 fois plus de chances d'augmenter son incidence pelvienne en post-opératoire de plus de 5 degrés si on a eu une OTP ou bien si on n'a pas eu de fixation iliaque, c'est-à-dire si on s'est arrêté sur S1. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on vient de trouver sur cette étude, et ceci est valable également entre la radio post-op immédiate et la radio au dernier recul. Deuxième information, la variation de la lordose lombaire entre premier et dernier recul, c'est-à-dire la perte de correction de la lordose lombaire, elle est il y a 2 fois plus de chances d'avoir une diminution donc, de cette lordose lombaire en post-opératoire si le patient a eu un OTP, vraisemblablement à cause d'une complication ou de perte de correction, peu importe la raison. Mais il n'y a que la réalisation d'OTP qui s'est montrée significative d'une manière indépendante. Si on regarde le risque de reprise, on a étudié plusieurs variables. Les seules qui sont montrées significatives, mais avec un odds ratio intéressant, par exemple, la longueur de montage était significative, mais avec un odds ratio de 1,12. Ça veut dire qu'il y a 12% de risque d'augmenter la reprise si on a des montages de plus de 10 vertèbres. Donc, c'est pas très important, mais on a des odds ratios où il y a 3 fois plus de risque de reprise si le patient a été opéré auparavant, donc s'il s'agit déjà d'une reprise, ou bien si le patient n'a pas été fixé sur l'iliaque, c'est-à-dire s'il y a une fixation uniquement en S1. Donc 3 fois plus de risque de reprise. Concernant les complications, donc si on met tous les éléments cités, la seule qui sort comme facteur de risque de complications, c'est la réalisation d'OTP, avec 2 fois plus de risque de complications en cas d'OTP. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En conclusion, on peut dire que le type de fixation sacrée est corrélé à plusieurs paramètres, que ce soit clinique ou radiologique. Le problème, c'est la présence de facteurs de confusion qui rendent l'analyse plus difficile, et cette analyse ne peut pas être faite sur des études univariées, vu la complexité de la situation. Et nous avons besoin d'une analyse multivariée qui était possible, qui s'est rendue possible grâce à l'importance de nombre de patients dans cette étude. Donc, cette analyse multivariée nous a permis de sortir des conclusions assez claires. La première, c'est que la fixation iliaque n'augmente pas la durée de la chirurgie, ni le saignement opératoire. Elle diminue par 3 le risque de reprise. Elle permet une stabilité de la sacro-iliaque et donc diminue la modification de l'incidence pelvienne en post-opératoire. C'est ce qui s'est sorti tout seul, donc ce n'était pas par volonté, c'est-à-dire comme on cherchait dans l'analyse multivariée dans l'autre sens, on mettait la complication pour trouver les causes. L'OTP est apparu comme un facteur important dans la modification de l'incidence pelvienne, la perte de correction en post-opératoire et le risque de complications. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'intérêt des cages L5S1? On n'a pas pu trouver l'intérêt des cages dans L5S1 dans cette étude, mais ça ne veut pas dire que les cages L5S1 ne sont pas utiles ou ne sont pas nécessaires, bien au contraire. Ce qui veut dire, c'est que dans cette étude, on n'a pas pris les facteurs de confusion dans l'analyse multivariée qui sont spécifiques du niveau L5S1, par exemple la hauteur discale, le signe de Fuhrmann, la présence du gaz intradiscal, etc. Donc, si on ne prend pas ça en considération, on ne peut pas déduire si oui ou non il y a une utilité au niveau de l'arthrodèse antérieure L5S1. Donc, dans tous les cas, on pense qu'il faut toujours continuer à réaliser l'arthrodèse L5S1 par voie antérieure. Je vous remercie de votre compréhension.